Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour le 10h midi et puis pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Rafik Mati. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chef du mouvement Objectif France, vous êtes également chef d'entreprise et vous avez publié, j'ai perdu mes fiches, ça fait 2 fois qu'on a des problèmes de fiches ce matin et j'ai fait un cauchemar cette nuit, je vous le redis, où j'avais perdu mes fiches. Donc c'est un acte manqué puisque je les ai mises à la poubelle. Donc chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France et vous avez publié Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'intelligence artificielle, de l'IA, c'est paru chez Erol. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Votre dernier livre, Le luxe expliqué aux enfants. Absolument. Chez Gallimard. Il est bon de vanter le luxe parce que le luxe c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine. C'est pas uniquement des produits chers. Jackie Isabello ne devrait pas tarder, je l'ai dit, ne devrait pas tarder à arriver. Communicant, fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact et Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie. Et vous êtes également avocat. Évidemment, l'actualité, c'est l'hommage aux victimes françaises du Hamas. Hommage nécessaire. Hommage tardif. Les Français sous-estiment le nombre de victimes. On va en parler. Et puis toujours la polémique autour de la France insoumise qui vole un peu cet hommage, je trouve, en fait, avec toute cette polémique. L'islamisme menace-t-il nos démocraties? On va parler du remaniement. C'est le jour J avec le chemin de croix d'Amélie Oudéa-Castéra. Bref, beaucoup de sujets aussi. L'attaque de la gare de Lyon. Pourquoi n'y a-t-il pas de... Pourquoi est-ce que ce n'est pas le parquet terroriste qui s'est saisi? Est-ce que la qualification d'acte raciste sera retenue? On en parle avec vous. Et puis les Français font moins l'amour qu'avant. Tout ça, évidemment, si on a le temps de le traiter. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et c'est un coup de cœur pour vous, Rafik Mati, en lien avec l'intelligence artificielle. Oui, vous connaissez l'expression des racines et des ailes. Oui. Très souvent, quand on parle de l'intelligence artificielle, les observateurs ont tendance à voir le mauvais côté des choses. Vous savez, cette intelligence artificielle qui va vous déraciner, qui va nous déshumaniser. Et il y a un certain nombre de risques, mais ce qu'on ne voit pas, c'est la manière dont l'intelligence artificielle peut nous rattacher à notre passé. Et il y a un exemple éclatant qui a été révélé au grand jour il y a quelques semaines. On a réussi à décoder grâce à l'intelligence artificielle un papyrus d'Herculanum, donc qui a été qui avait brûlé, qui avait effacé lors du Vésuve, de l'éruption du Vésuve en moins 79 avant Jésus-Christ, un manuscrit qui est extrêmement précieux puisque il date de moins 200, moins 300 avant Jésus-Christ. On parle de ce qui a été écrit par les contemporains de Épicure, sachant que les écrits antiques sont extrêmement rares, parce que comme vous le savez, lors de l'avènement de la chrétienté, tout a été quasiment effacé et brûlé. Et là, on réussit à remettre la main sur une composition antique qu'on n'arrivait pas à décoder, parce qu'on l'a entre nos mains depuis très longtemps, mais on ne savait pas ce qu'il y avait écrit dessus. Et l'intelligence artificielle nous a permis de le décoder. Et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, loin de nous déshumaniser, peut parfois nous rattacher à notre passé. L'intelligence artificielle, et je vous le dis, et vous allez voir ce qui va se passer dans quelques années, l'intelligence artificielle va nous permettre de mieux comprendre notre passé, va nous permettre de comprendre certaines langues qui ont disparu, vont nous permettre, et là je sais pas de la science-fiction, c'est vrai ce que je m'apprête à vous dire, vont permettre de reconstituer par exemple les voix de Napoléon Bonaparte ou de Charlemagne. Imaginez l'impact que ça peut avoir sur nos sociétés. L'intelligence artificielle va nous permettre de remettre au goût du jour des musiques et des mélodies qui avaient complètement disparu et qui vont nous permettre d'enrichir les ça c'est le côté positif. Ça c'est le côté positif. Mais maintenant vous avez la possibilité de faire des faux, de prendre la voix de quelqu'un d'autre, d'usurper des identités, de donner des informations qui sont totalement fausses, comme c'est le cas de temps en temps. Mais évidemment, on va compter là-dessus, mais même dans les boîtes, on va compter là-dessus au lieu de faire des recherches. Oui, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est dangereux. Vous savez, c'était Hannah Arendt qui disait « Le bien et le mal sont les deux faces d'une même médaille ». Et ça, c'est absolument irréversible. Évidemment, mais je vais même aller plus loin que vous. L'IA permettra demain de créer des nouveaux virus. Mais elle permettra aussi
elle permettra aussi de créer des nouveaux antibiotiques. Oui. Et donc, de tout temps dans l'histoire de l'humanité, plus l'humanité a été capable de faire du bien, plus elle est capable de faire du mal. Ensuite, tout dépend du tempérament qui est le nôtre. Soit on est volontariste, entrepreneur, et on se dit, bon ben... Oui, enfin, dans le monde entier, les gens ne sont pas forcément volontaristes, entrepreneurs et gentils. Vous êtes une entrepreneuse, donc vous êtes pragmatique. Vous savez que le train de l'IA, on ne l'arrêtera pas. Donc dès l'instant où on n'arrêtera pas, la question est de savoir comment on en profite et comment on en tire le meilleur. Comment on le limite, comment on gère les erreurs et les drames que ça peut creuser. Et je trouve que... Mais non, mais vous êtes entrepreneuse, vous ne pouvez pas réfléchir en termes de limitation. Mais bien sûr que oui. Mais non, mais ça c'est l'Europe. C'est-à-dire que pendant que les États-Unis sont en train d'innover et de s'éclater, j'ai pas dit qu'il fallait pas innover, j'ai dit qu'il fallait innover pour limiter les dégâts que ça pouvait causer. Non mais comme je suis aligné avec Graphique, j'allais dire ça, effectivement, c'est l'Amérique innove, la Chine copie et l'Europe réglemente. Ouais. Voilà. C'est tellement juste. Voilà, je suis européenne. Mais d'un autre côté, là où je rejoins totalement Rafik, c'est qu'en réalité, toutes les innovations technologiques, paradoxalement, nous permettent de connaître notre passé. On ne connaissait pas la signification des hiéroglyphes et c'est par l'innovation qu'on a réussi à savoir qu'est-ce qui était dans le passé. On ne connaissait pas les dates exactes d'un certain nombre de monuments et de documents. Mais ça, c'est Champollion. C'est par la datation carbone. Oui, mais ça veut donc dire que l'innovation, en fait, paradoxalement, permet de se replonger dans le passé. Vous parlez tout à l'heure d'innovation, vous imaginez comment demain, avec l'intelligence artificielle qui existe sur la base de texte, on pourrait aussi, par exemple, recréer des dialogues en araméen de Jésus. Mais ça, c'est totalement possible. Donc, effectivement, ça, c'est les bonnes visions. Mais là où Sophie a parfaitement raison, c'est que cette innovation-là, elle va devoir nécessiter beaucoup d'éducation. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on apprend beaucoup le numérique paradoxalement à nos enfants, mais ce qu'il faudrait apprendre davantage, c'est la culture générale. Pour qu'ils puissent avoir une vision transversale des choses et qu'ils puissent avoir du recul. Parce que vous regardez aujourd'hui un certain nombre de deepfakes qui sont mis dans la toile, par exemple, la Terre plate ou les reptiliens. Eh bien, en fait, c'est tellement diffusé aujourd'hui par le biais des algorithmes qu'aujourd'hui, les gens y croient. Donc, comme vous ne faites pas de culture générale par rapport à ça, eh bien, le recul n'est pas besoin. Donc, en fait, c'est quoi? Je veux pas faire la synthèse hollandaise entre vous, mais c'est quoi la solution entre les deux faces de cette même pièce? C'est beaucoup de culture générale et beaucoup d'éducation pour nos enfants. Si je peux me permettre, Jonas, les platistes et les reptiliens, ça n'a rien à voir avec la culture générale. Les mécaniques de complotisme, aujourd'hui, elles répondent à des mécaniques... Ça n'a rien à voir avec le fait de manquer de culture générale. Si, la Terre est plate, franchement, il faut quand même être diplômés. Non, parce qu'on en a parlé ici et Alexandra Spinner a reçu un mail d'un type qui lui a dit « Je suis pilote d'avion et je peux vous dire que la Terre est plate ». Oui, mais ça a à voir aussi avec le fait qu'ils sont tabassés par les universités américaines et dans le prochain dossier qui nous intéressera, on rappellera peut-être que le développement d'une culture évangéliste aux États-Unis, culture évangéliste extrémiste, oui, c'est vrai, à l'université, explique que la Terre a été créée en 7 jours. Donc voilà, c'était juste pour dire, le complotisme, si on résume ça à un manque de culture générale, on se trompe complètement. Non, mais je ne résume pas ça, mais je dis que je trouve que c'est intéressant. Par exemple, aujourd'hui, on montre que l'IA va permettre de décrypter les signaux faibles dans le financement du terrorisme. Toutes les mécaniques de compliance dans les banques qui empêchent les uns et les autres d'aller à l'essentiel, ou en tout cas qui le favorisent, eh bien, par l'IA, on pourra détecter plus les mécanismes de financement. On est obligé. Où est-ce que je peux faire une attaque terroriste pendant les Jeux Olympiques? Et l'IA vous répond. Alors, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. De Fourvière à Montplaisir, de la Cité internationale à Gerland, du parc de la Tête d'Or à Saint-Just, depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Et je rappelle votre dernier livre dont je conseille la lecture, puisqu'on voit que ça suscite beaucoup de débats, Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA, de l'intelligence artificielle. C'est paru aux éditions Erol. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Le luxe expliqué aux enfants, c'est paru chez Gallimard.
Gallimard Jeunesse, Jacques Isabello, communicant, fondateur du cabinet Parlez-moi d'impact, et Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie. Et vous êtes également avocat. On va parler de l'hommage aux victimes françaises qui va démarrer dans quelques instants. Plusieurs personnalités refusent de s'y rendre en signe de boycott à la présence des députés LFI. On va parler du remaniement jour J, c'est ce qu'a dit en tout cas Aurore Berger. On va parler de François Bayrou. Va-t-il revenir? Doit-il revenir? L'attaque à la gare de Lyon, beaucoup de questions. Le suspect mis en examen, mais il n'est pas mis en examen pour terrorisme. On se posera la question avec vous. On continue notre tour de table. Jacques Isabello, c'est un coup de cœur. Alors, spécialiste d'équitation. Vous savez que j'ai écrit des livres sur la sociologie du travail et l'entrepreneuriat, mais j'ai un illustre homonyme qui s'appelle Jacques Isabello et qui fait des livres sur les chevaux. Voilà, vous voyez, donc, c'est pour ça que Valérie, vous avez assouvi un fantasme. Je pense que Jean-Paul... Oui, moi je suis énervé. Je vais commencer par une histoire. Je suis énervé par la SNCF et ses augmentations de tarifs pour tous les gens qui viennent travailler de province. Il y a quelques années, un ami qui travaille m'envoie la publicité qui était en cours de réalisation pour valoriser la dimension institutionnelle de la SNCF, son histoire au sein de la France et tout ça. Et je lui dis, ok, c'est super, mais enfin, vous faites pas emmêler. Ce que veulent les gens, c'est une compagnie nationale qui est au service quand même d'un modèle social qui doit être rentable et qui doit permettre à tout le monde, et notamment aux plus démunis, de voyager partout. Ils passent leur temps à augmenter les tarifs. On dit, attention, c'est important le développement des territoires. D'ailleurs, si vous travaillez à Angers, si vous travaillez à Tours, si vous travaillez à Rennes, ce qu'on va faire pour valoriser ça, on va vous augmenter les tarifs. Puis on va pas le faire qu'une fois. Ça va être la 3e fois. C'est exaspérant. C'est une compagnie nationale. Bien sûr. Elle est au service de notre modèle de pays, de notre modèle social. Elle est très douée pour la grève. Elle doit être au service, notamment, de tous ces gens qui ont fait l'effort, d'aller créer de la valeur, s'installer dans les territoires, puisque bon gré mal gré, on essaye de désenclaver ce pays. Oui, mais et Jackie, force est de constater que c'est difficile. vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Il faut que la SNCF arrête avec ça. Alors, je suis d'accord, à ce moment-là, il faudrait qu'elle arrête avec les grèves aussi. Oui, la France aussi, mais là je parlais de la SNCF. Là, il y a un point important, et vous avez quand même un soupçon de libéralisme en vous, et il faut comprendre qu'il faut arrêter très peu, c'est vrai. Moi, j'ai un petit peu de libéralisme. Il faut aussi arrêter de tout demander pas cher, voire gratuit à l'État. Non mais d'accord, c'est une compagnie... 2 billets Paris-Marseille en train, c'est 350 euros. C'est pas ce que j'ai dit, moi. C'est très cher. Alors vous avez des Ouigo, mais si vous voulez pas un Ouigo, que vous êtes âgé, moi, je dis, il faut la 350 euros, c'est pas possible. Valérie, je suis d'accord, c'est pour ça que je dis simplement qu'il faut de la concurrence. Parce que les monopoles, voilà à quoi ça aboutit. Les monopoles ne fonctionnent pas. On a une grande spécialité. C'est l'État qui est là. Donc, on attend tout. Et après tout, c'est normal puisqu'on nous le promet. Je pense que la concurrence est la seule solution. Oui, mais Sophie, vous avez très bien compris que c'est un modèle de concurrence à la EDF. Il y a des modèles concurrentiels qui sont vertueux et qui peuvent s'installer. Je vends du téléphone, je vends tout un tas de produits. Mais quand vous vendez de l'électricité et que le canal est détenu par une entreprise, ou que vous vendez du déplacement alors que les rails sont détenus par une entreprise, les mécaniques de mise en concurrence telles que la Commission européenne, le fantasme en européen, ne marchera jamais. C'est un miroir aux alouettes. On va faire réagir, et Stéphane a raison, l'opacité des tarifs, effectivement, c'est assez incompréhensible. Enfin, c'est le yield management, je crois que ça s'appelle comme ça, mais vous comprenez pas pourquoi d'un jour à l'autre, ça baisse, ça parce augmente. Que vous avez le même prix vous connaissez bien, vous voyagez pas mal entre le nord et le sud. Je veux lancer un pavé dans la mare, mais et je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct, mais quand j'ai la possibilité entre la SNCF et autre chose, je choisis l'autre chose, systématiquement. Bien sûr. Quand on a une société qui s'est installée comme ça, et qui ne développe pas le sens de ses clients. Et je ne parle pas des agents individuellement qui bossent à la SNCF, qui font ce qu'ils peuvent, mais une culture d'entreprise globalement qui est dans le mépris total du client. Regardez ce qui vient de se passer en ce moment, les abonnés de la liaison Paris-Lille, qui pour certains font le trajet tous les jours et jusqu'à présent avaient l'autorisation de monter dans le train en payant leur billet mais sans place réservée. On leur a interdit ça. Pourquoi ? Parce que sur une liaison telle que celle-ci, vous avez la SNCF qui est en situation de monopole. Et moi, je défends l'idée, comme vous, de concurrence. Je défends l'idée de concurrence dans le rail et je défends l'idée de concurrence entre les moyens de transport. Et je n'ai pas honte de dire que les liaisons aériennes, et y compris sur le territoire français, ne doivent pas être tabous et ne doivent pas être sacrifiées. Parce qu'elles sont aujourd'hui un rempart contre l'absurdité
Et l'aberration du rail, si aujourd'hui on interdit l'avion, par exemple, sur le territoire national, vous mettrez la SNCF encore plus en situation de monopole, et ils seront encore plus arrogants, et vous aurez des billets qui seront encore plus chers. Et ça, c'est absolument inacceptable. Donc si alors le train, c'est très bien, mais à condition d'avoir le choix. Si on ne me laisse pas le choix, en tant que consommateur et en tant que citoyen, je dis non. Absolument. Et il y a moyen d'établir une forme de concurrence tenant compte effectivement du rail. Gabriel, je voulais dire si Gabriel Attal nous écoute, si Gabriel Attal nous écoute, Attal attaque, ce qu'il doit sûrement faire en ce moment, je lui demande la nomination d'un ministre de la consommation. On a besoin de ministre de la consommation. On avait Sylvie Metzler, la rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs. Quand on voit les dysfonctionnements, quand on voit la première inquiétude des Français, qui est l'inflation, qui sont le coût de l'alimentation, il faut quelqu'un qui s'y intéresse. Oui. Alors, je vous ai vu sourire sur le coup de gueule de non, mais parce qu'il y a des choses qui me saisissent. D'abord, la première chose, c'est que quand vous regardez les réseaux sociaux, la moitié de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui sont bloqués depuis 5-6 heures sur les trains. Avec parfois des paniers repas un petit peu dégoûtants, et donc en fait c'est ça la compensation qu'on leur propose. Deuxièmement, moi je viens d'une région dans laquelle le président de la SNCF à plusieurs reprises, donc je viens de Normandie, dans lequel il dit nous avons une dette historique vis-à-vis de la Normandie, parce que tenez-vous bien, on met 30 minutes de plus aujourd'hui sur quasiment chacun des trajets pour partir de Paris à la Normandie qu'il y a 50 ans. Donc c'est un des services publics dans lequel nous reculons en termes de performance. On a innové, on est allé sur la Lune, on a un et on met 30 minutes de plus pour aller en Normandie. Donc vous voyez un peu le délire dans lequel on est placé. Et pareil pour Clermont et Limoges d'ailleurs. Pareil pour Clermont et Limoges. Et alors évidemment, en revanche, on a le droit pour la SNCF à des superbes pubs. Je sais pas, vous qui êtes un homme de communication, on a vu des superbes pubs dans lesquelles il parle de l'inclusivité, de la diversité, etc. Et en fait, il concentre de la France, voilà, et avec d'ailleurs des accents un petit peu curieux. J'ai une accent quasiment racaille de la pub SNCF que j'ai entendu. Enfin bref, et en fait, il vous donne toute la logorée, si vous voulez, actuelle qui existe dans un certain nombre de responsabilités sociétales au sein de l'entreprise. Mais objectivement, à la SNCF, moi, personnellement, je me fous de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Je veux déjà qu'elle ait une responsabilité sociale, parce que c'est une entreprise qui a une vocation sociale, la SNCF, et elle ne le remplit pas aujourd'hui, alors qu'on arrête de nous faire du green, du pink, du brown washing, et qu'on nous donne des trains qui roulent. Ouais, mais je suis d'accord. Quand on pense à la ligne de Nevers, la ligne de Clermont-Ferrand, c'est ces lignes qui sont en panne régulièrement, dont on a diminué le nombre d'horaires. Mais ça, tout n'est pas de la responsabilité de la SNCF, parce que moi, à l'inverse de Rafik, moi, je suis attaché à la SNCF. J'ai envie que la SNCF soit une fierté. Mais il est attaché, mais il faudrait que ça fonctionne. Et que je n'ai pas forcément envie d'aller donner mon argent à d'autres, même si je suis un libéral affiché. Mais à un moment, par rapport à ça, c'est les politiques. À un moment, vous vous rappelez, on disait, si dans ta région, tu as un homme politique de premier plan, qu'est-ce que tu vas avoir? Allez-y. Une gare, TGV. Voilà, exactement. Donc la SNCF a été pilotée pendant très longtemps par des politiques qui eux-mêmes ont fait un plan de développement territorial. Mais c'est ça, une tout n'est entreprise pas de la responsabilité de la SNCF. Toutefois, elle doit maîtriser son modèle social. Quand systématiquement la SNCF décide de faire à Noël des grèves préventives, quand il y a les JO, des grèves préventives pour avoir un peu plus, d'avantages qui vont peser sur les prix des billets, ça, c'est aux politiques, aux présidents de région et au management. C'est l'absence de concurrence. Parce que je vous le dis encore, Sophie, je suis un libéral, mais la concurrence sur ces grands schémas de services n'est pas possible. Ouais. On l'a appris avec EDF. Alors, il se trouve que je travaillais pour mon entreprise un peu pour la SNCF et que j'ai écrit un livre qui s'appelait Ça roule parce que ça marche, que j'ai écrit avec ma fille d'ailleurs. C'était très intéressant. Bon livre, on a eu des groupes de travail. Ils ont dit on voudrait comprendre parce que les salariés aiment tellement la SNCF qu'ils se fichent complètement des clients. C'est ce que m'avait dit le service marketing. Donc on a interrogé les gens et c'était incroyable, ils pensaient qu'ils n'avaient aucun rôle parce que c'était une magnifique boîte tellement grande qu'ils n'avaient pas de rôle. Et je me souviens de ces groupes de travail, j'avais posé la question, quel est le jour où vous avez sauvé la SNCF? Et là, ils sont restés scotchés et pourtant, ils avaient des réponses. Et un jour, j'ai empêché le train de partir vide en sifflant pas.
Et donc, c'est intéressant, c'est une boîte qui n'est pas managée parce qu'elle a une taille. Non. Oui, mais ça, c'est le problème du public. Alors, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais répondre à Françoise, une auditrice qui me dit la brochette de commentateurs ne prend pas le train, c'est évident. Bah, si, Françoise. Et on n'est pas forcément parisien. Pas plus tard que le week-end dernier. Bien sûr qu'on prend le train, évidemment qu'on prend le train, évidemment. C'est peut-être parce qu'on prend le train qu'on peut être en colère après lui. Qu'on a des proches. Moi, j'ai une amie qui habite Limoges. C'est terrible. Mais pourquoi Françoise dit qu'on connaît pas? Je ne sais pas. Je suis taquinée, Françoise. On prend plus le train que Françoise parce qu'on a plus de gares et plus de trains qui partent de chez nous que chez elle. Peut-être. Pardon, peut-être. François, allez, on se retrouve dans un instant. On va essayer d'avancer un petit peu. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je vous remercie énormément au niveau de Sud Radio de tout ce que vous faites pour donner la parole aux sans-voix, parce que sur nos médias nationaux, personne n'en parle. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on avance parce qu'on a beaucoup, mais c'est intéressant parce que ça change un petit peu du ronron des chaînes d'infos qui sont en boucle sur les mêmes sujets. Jonas, c'est un coup de gueule, vous, contre Anne Hidalgo. C'est facile. Ah, mais c'est tellement facile que c'est quand même grave. C'est un coup de gueule contre la personne dont on doit même plus prononcer le nom, puisque ce n'est pas pour moi la maire de Paris, c'est surtout la maire du poumon économique de ce pays. Paris, c'est pas seulement une ville où il y a que des gens qui peuvent jouir en terrasse, de boire des bières éco-responsables. C'est aussi le poumon économique d'un pays. Et ce qui me choque dans ce qui se passe actuellement, c'est l'utilisation politicienne d'un certain nombre de scrutins pour effacer des scandales. Je vous donne cet exemple. Elle a été épinglée à cause du fait qu'elle a utilisé l'argent public des Parisiens pour aller au mariage de sa fille à Tahiti. Et ben, qu'est-ce qu'elle sort? Elle sort la votation sur les SUV, qui, pour 5% de votants, provoque une taxation à 225 € pour 6 heures de stationnement. Elle a planté Autolib et Vélib, je le rappelle quand même, parce que les gens ont oublié. Et qu'est-ce qu'elle a sorti hier? Elle veut interdire, après les JO, le Trocadéro et la Tour Eiffel aux voitures, alors même que le Conseil d'État a rejeté par 2 fois cette proposition de piétonisation. Donc la justice dit que c'est interdit et elle veut quand même le faire. Moi, je pose juste une question à Madame Hidalgo. Comment on fait pour circuler dans Paris quand on est un acteur économique ou même quand on est un acteur, allez, une personne physique tout simple? Le métro, c'est bondé. La voiture, maintenant, c'est quasiment interdit et elle veut passer le périphérique à 50. Les scooters, vous avez vu la proposition, seront bientôt interdits à partir de 22h. Comment on fait pour circuler dans cette ville-là? Alors je me suis dit peut-être que au Conseil de Paris, elle va donner des réponses. Et j'ai regardé, dernier Conseil de Paris, tenez-vous bien, accrochez-vous bien. 2 subventions ont été votées. Une première subvention a été votée pour Wado Academy. C'est une association qui valorise la transmission du karaté solidaire au Bénin. Deuxième subvention, 1 million d'euros ont été attribués au Pierrot de la Nuit, qui est une association qui valorise des soirées dans lesquelles ils mettent des casques sur la tête pour faire des soirées silencieuses. Vous voyez, on est de délire. C'est-à-dire qu'on est dans un tel clientélisme qu'on vote des subventions à des associations qui n'ont rien à voir avec le Conseil de Paris, puisqu'on finance des actions de karaté solidaire au Bénin. Et d'un autre côté, on est en train d'emboliser le poumon économique de ce pays. C'est grave. Et là, je pense qu'à un moment, il faut que les gens qui sont même en dehors de Paris se disent on ne peut plus laisser faire cette dame-là. Oui, mais vous avez vu la place de l'Étoile. Non, ce qui est beaucoup plus grave, Valérie, c'est qu'on ne peut pas l'empêcher. Jusqu'où ça va aller? Personne, on est tous outrés, les Parisiens ne supportent plus, elle va de plus en plus loin, et moi ce qui m'inquiète, c'est même pas ce qu'elle fait, c'est qu'on ne puisse pas l'empêcher. Comment on l'arrête? Mais c'est très intéressant ce qu'a dit Jonas, et comme Jonas est avocat, j'étais dans la votation, bon, sur le principe d'impliquer plus les gens, on le sait, ça a fait débattre, je suis plutôt pour. Mais à un moment de se dire, Paris est un bien commun. C'est vraiment un bien commun. Donc il y a des thèmes qui appartiennent à tout le monde. Et effectivement, eh bien, la mobilité, parce que ça a des impacts économiques, est quelque chose qui ne doit pas forcément être laissé à certains édiles ou à des réactions. 5%, vous imaginez des Parisiens, 5% seulement. Alors après, sur le corpus, tout ça, mais c'est de se dire, effectivement, la réflexion, et pourquoi pas envisager une QPC, je sais pas, je suis pas juriste, mais à un moment, pour contrarier ce genre de décision, parce qu'il y en aura d'autres,
lorsqu'on définit que certains territoires sont des biens communs, voilà, ça serait quand même intéressant. Le préfet est intervenu sur le Trocadéro, sur la piétonisation du Trocadéro. On parle de clientélisme. Il y a le maire de Marseille qui a décidé de verser une aide financière de 80 000 € à la population civile de Gaza. Pourquoi n'a-t-il pas versé à la Syrie pour les 500 000 morts depuis 2013, au Yémen, 380 000 morts, à l'Éthiopie, 377 000 morts. Voilà, on peut se poser la question de l'opportunité de ce versement. Peut-être un mot sur Anne Hidalgo. Oui, Anne Hidalgo réussit quand même l'exploit de faire un strike dans cette histoire de votation. Un strike, pourquoi ? Parce qu'elle décrédibilise l'approche démocratique. C'est un strike. Vous n'avez jamais été au bowling au bowling, quand vous abattez toutes les quilles. Et en fait, elle nous fait un combo. C'est-à-dire qu'elle décrédibilise l'action démocratique avec une votation qui se fait passer pour un référendum, mais qui en réalité est une insulte faite à la démocratie. Deuxièmement, elle décrédibilise l'action environnementale, parce que faire croire sur des critères totalement scabreux qu'on va réduire la pollution à Paris uniquement en taxant des SUV dont certains d'entre eux sont électriques. C'est-à-dire que vous voyez le truc complètement absurde. Et troisièmement, elle décrédibilise toute démarche sociale, parce que ceux qui vont être pénalisés, et il faut le dire et le répéter par cette votation et cette disposition, ce ne sont pas les Parisiens qui bénéficieront du stationnement résidentiel, mais ceux qui viendront de banlieues et de grandes banlieues, qui ne sont pas les plus nantis de notre pays. Et donc elle réussit sur cette opération purement clientéliste à décrédibiliser l'écologie, à décrédibiliser la démocratie et à décridibiliser la politique sociale. Ce qui est grave, franchement, c'est que personne ne l'a empêché. En revanche, on avance. Je termine là-dessus, c'est que ce qui est bien, c'est que maintenant elle assume totalement ce que j'appelle l'égoïsme beau, c'est-à-dire de dire oui, on est en train de se calfeutrer. Chez nous, il y aura pas de pollution, ça sentira bon, il y aura pas de pollution sonore ni visuelle, mais on s'en fout. Et donc on recrée comme au Moyen-Âge, vous savez, des murailles autour des villes pour que les privilégiés soient dans les villes. Et ça, c'est assez choquant pour quelqu'un qui se dit socialiste. Et le terme de banlieue, ça vient de là d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Oui, banlieue. Sophie, rapidement, coup de cœur. Rapidement, oui, exceptionnel en ce moment. Comme toujours. C'est un coup de cœur, figurez-vous, pour Valérie Pécresse. Et en fait, non, pour son initiative. Je pense qu'elle a eu une très bonne idée, qui est d'essayer de regarder ce qui va se passer des 180 000 emplois qu'on va créer pour les Jeux Olympiques. Parce que il faut savoir au passage que c'est une véritable catastrophe. On prend n'importe qui pour n'importe quoi, en sécurité en particulier. On prend des jeunes à qui on va filer des armes et qui ont 25 ans et qui auront eu 2 mois de formation, etc. Mais ce qui est plus grave, c'est que généralement, quand on a ça, on a eu ça pour également pour au ski dans les stations de sport d'hiver qui ont été, ça a été dramatique après les équipements non recyclés. Et elle a décidé de faire une plateforme qui va être une plateforme pour essayer accompagner d'une formation. Et dans cette plateforme, tous les gens qui ont travaillé là pourront trouver du boulot, faire une recherche, etc. Et donc, on aura une organisation donc qui s'occupera de mettre en place toutes les demandes d'emploi pour l'événementiel, la communication, la sécurité. Tous ces métiers qui ont été là, les entreprises pourront recruter. Et puis, il y a une formation complémentaire. Et je trouve ça très intelligent. Donc, un vrai coup de cœur. J'espère que ça va fonctionner. Parce qu'on ne se rend pas compte du gâchis qu'il y aura après. Oui, mais c'est la question. C'est de savoir si on ne va pas créer une nouvelle usine à gaz et est-ce que ça va fonctionner. Une plateforme, d'abord, c'est rarement une usine à gaz, une plateforme. Bon, en tout cas, les gens en et soulignons aussi sa très bonne initiative. Elle a lancé une application qui s'appelle La Base, qui est pas assez connue, pour permettre aux jeunes de gagner des places aux Jeux Olympiques. Ça coûte un bras. Ils en ont acheté pas mal. Et voilà, j'en profite pour rebondir sur ce qu'a dit Sophie. La Base pour gagner des places pour les Jeux Olympiques. Je me permets un petit coup de gueule dans cette euphorie olympique. Anticiper les Jeux, donc c'est un site gouvernemental sur lequel on vous encourage donc à éviter, dans la mesure du possible, les livraisons de colis l'été prochain durant la période des Jeux Olympiques. C'est marrant ça. Ça, c'est quand même un Moi, je ne peux plus supporter qu'on dise aux salariés non, mais vous serez en télétravail, vous bossez plus, vous allez plus dans les boîtes pendant 2 mois. C'est insoutenable. Mais là, Sophie de Menton a parfaitement raison. Ce n'est pas à la puissance publique de décider de la politique managériale d'une entreprise. Les entreprises, laissez les entrepreneurs décider et les salariés décider les conditions d'un éventuel télétravail. Mais que l'État intervient en disant là, dans ces conditions, le télétravail est obligatoire. Dans un contexte sanitaire, ça
peut se concevoir parce qu'il y a une question de santé publique. Là, non. Franchement, c'est... Et je rajoute, parce que quand même, il ne faut pas l'oublier, que le Premier ministre, dans son remarquable discours à l'Assemblée nationale par ailleurs, a quand même dit qu'il allait, tenez-vous bien, pour donner l'exemple, instaurer la semaine de 4 jours dans la fonction publique. Incroyable. Il y aura plus de service public le vendredi, bravo. Non, mais c'est hallucinant. Et alors, il a dit, ce qui est assez drôle, que, en fait, les 5 jours seront faits en 4 jours. Moi, je disais qu'il pouvait dire une journée pendant qu'on y était dans certains postes. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler de cet hommage aux victimes françaises du Hamas. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On va parler de l'hommage aux victimes françaises du Hamas, hommage pollué par une polémique autour de la présence ou non des députés LFI de la France Insoumise. Ce matin, François Ruffin a déclaré que comme les familles des victimes ne veulent pas de cette présence, il dit on ne va pas contre la vie de parents de victimes. En revanche, d'autres ont décidé d'y aller malgré tout. Cette polémique, encore une fois, elle efface, je trouve qu'elle est... C'est une amie qui me disait ça hier et je trouvais qu'elle avait assez raison, c'est que ça efface la portée de cet hommage aux victimes du 7 octobre qui arrive assez tard, malgré tout, quand même, 4 ans après. Pour résister à ça. C'est à midi moins le quart, tout à l'heure, hommage solennel. Rafik Smati, vous en pensez quoi ? Je trouve que cette polémique, telle qu'elle est en train d'évoluer, fait honneur et quelque part rend service à la France Insoumise. Moi vous savez, je suis partisan du mépris. Je pense que ce mouvement politique qui aujourd'hui représente certaines idées qui sont clairement néfastes et qui sont clairement parfois même sur un certain point de vue séparationnistes. Je pense qu'ils doivent être ignorés et méprisés parce que l'enjeu aujourd'hui d'unité nationale est bien plus important que ça. Tous ceux aujourd'hui qui mettent de l'huile sur le feu et qui instrumentalisent les uns à des questions de politique politicienne, franchement, on peut les critiquer, on peut les insulter, on peut faire ce qu'on veut, ce que nous faisons tous à la place qui est la nôtre, mais je crois que lorsque nous sommes sur une journée d'hommage, il faut être obsédé par la mémoire justement que l'on est censé honorer aujourd'hui et par la solidarité que nous devons avoir vis-à-vis des familles des victimes. Donc je n'ai pas envie de rentrer plus que ça dans une polémique politicienne parce que je pense à toutes ces victimes, je pense à tous ceux qui sont aujourd'hui encore retenus en otage et je pense que notre attention et notre pensée doit leur être destinée. J'ai une petite divergence là-dessus, peut-être télégraphique, c'est que en fait, moi je pense que il y a des moments dans lesquels quand on est acteur public, faut mettre des lignes rouges. Et on avait su le faire à l'époque avec le Front National, le Rassemblement National, vous l'appelez comme vous voulez. Ouais. Et oui, on peut les mépriser, mais il faut aussi dire qu'il y a des bornes qui ont été franchies. Ouais. Et je l'ai dit, Jonas. Non, je suis d'accord, bien sûr, je sais que tu l'as dit, mais c'est juste que pour la suite, il faut aussi que les gens en aient conscience et qu'ils soient décrédibilisés dans le cadre d'élections. Ça avait bien marché à l'époque pendant le Rassemblement national. Je vais juste rappeler des choses quand même. Obono, sur votre antenne, a qualifié le Hamas de mouvement de résistance. Sur votre antenne. Portes et Ercilia Soudé sont allés en délégation à Rafah ce matin, alors même qu'ils demandent à participer à l'hommage. Katnins et Caron demandent que les athlètes israéliens défilent sans bannière. Non mais les mecs, ils sont revenus à Munich là. Et enfin, dernier point, moi je pose cette question, et effectivement on leur a donné beaucoup de temps d'antenne, t'as raison, mais voilà, quand même, il faut le dire. Il y a quelque chose que je comprends pas, si quelqu'un peut m'expliquer. Ils ne voulaient pas aller à la manifestation parce que le Rassemblement national était présent. Vous connaissez cette grande manifestation et là, ils forcent des familles de victimes à aller à un hommage où il y aura aussi le Rassemblement national. Il y a quelque chose que je comprends pas. Mais pourquoi essayer de les comprendre ? Pourquoi essayer de les comprendre ? C'est de quand le sage montre la lune, il faut pas qu'on garde le doigt. Ils utilisent la mécanique de création d'attention dans les médias pour lancer une polémique et détourner les sujets vers eux. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait là. Aujourd'hui, je rejoins ce qu'a dit Rafik. On a mis du temps à organiser cette commémoration parce que l'État français, par sa politique modérée d'affaires étrangères vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis des pays arabes,
a mis le temps avant de la faire, mais aujourd'hui, nous devons notre attention on l'a fait plus tôt que les autres pays, aux victimes. On l'a fait plus tôt, et on est le seul à le faire, mais on pensait pouvoir le faire plus vite. Après, s'attacher à commenter les outrances d'une force politique qui ne fonctionne qu'avec ce carburant, moi, j'ai pas envie de le faire. J'ai envie de penser à ces gens. J'ai envie de leur dire, vous êtes accueillis par la République, vous serez dans un très bel endroit, les gens vont penser à vous, parce que c'est absolument intolérable de penser qu'on peut tuer des gens comme ça, comme Israël, à l'époque, s'était déplacé pour manifester son amitié à la France lorsqu'il y avait eu les attentats qui avaient endeuillé notre territoire. 42 victimes. Il y a un sondage Harris Interactive qui montre que grand nombre de Français sous-estiment le nombre de victimes françaises, pensent qu'il y en a moins de 10. Il y a 42 victimes, elles sont à la une du Parisien ce matin. C'est une assez forte. Sophie ? Alors, je vais essayer d'être nuancée parce que c'est difficile. Je suis de plus en plus sceptique sur ce type de manifestation qui finalement entraîne sur des sujets effroyables, se termine mal. On n'arrête pas. Ça s'appelle un hommage. Je veux dire que les politiques s'en emparent. La dernière manifestation, le président de la République voulait pas y aller. Ensuite, c'était le RN qui était attaqué. Ensuite, ça devient politique, c'est insupportable. Moi, je respecte la douleur et l'atrocité de ces guerres. S'il y avait quelque chose à faire, il fallait d'abord le faire vite, et puis ensuite on invite uniquement les familles. On arrête de mêler le politique à tout ça en faisant des faux défilés. Alors là, il y en a à l'intérieur, ils vont être dehors sur l'esplanade des Invalides, mais on n'a pas le droit de rentrer. Je suis de plus en plus hostile à ça. Ça ne révèle que les mauvais côtés des choses. Moi, j'ai un profond respect pour ce qui s'est passé pour ces otages, etc. Mais voilà, qu'on reçoive que les familles à ce moment-là. On n'a pas besoin d'aller dire quoi, qu'on est triste pour eux. Si, la représentation nationale, c'est puissant. Comme Sophie, par exemple, prenons un exemple. Est-ce qu'on pourrait empêcher le député de Sarcelles, où c'est pendant très longtemps, même si je sais que c'est un sujet, il y avait une grosse communauté juive, de venir représenter sa communauté pour faire valoir son respect. Les familles ont été transportées sur le territoire aux frais de la République. Elles sont accueillies, elles seront protégées par la République. Donc ça veut dire que la République dit que ça l'engage pour des raisons qui sont des raisons de politique internationale. Je comprends même plus ce type de discours. Mais après que les Français comprennent que ce sont des affaires compliquées, et ce qu'on doit faire, nous, c'est dire aux gens qu'on accueille, qu'on pense à eux, et non pas se prendre la tête avec les déclarations de forces politiques. C'est ce que je dis, mais c'est ce qui se passe à chaque fois. C'est ce qui se passe à chaque fois. Je pense que le problème c'est inévitable, mais il faut résister à ça. Le problème de tout ça, c'est qu'il y avait une ligne qui était extrêmement claire, qui n'a pas été tenue. C'est que les personnes qui sont décédées sont tous des Français, d'accord, et que de facto, ça en fait le plus gros meurtre de Français depuis l'attentat de Nice. C'est ça. Voilà. Donc en fait, c'est voilà. Bien sûr. Donc ça fait 42. Et donc en fait, comme on pense. Je précise le truc. On pense d'abord, on n'a pas rapatrié toutes les familles, puisque la plupart des familles sont en France, puisque c'est souvent des parents. On les a déplacés. Mais c'est souvent des parents qui vivent en France, qui sont français, dont les enfants vivaient en Israël, qui ont subi ça. Donc en fait, il faut bien se dire que, je sais pas, par exemple, vous vous souvenez de tout ce qu'on avait fait autour de, à juste titre, de Madame Bettencourt quand elle était otage, d'un certain nombre d'otages. La France défend tous ses compatriotes, où qu'ils soient. Voilà. Et donc là, il y avait 42 personnes qui ont été tuées. La ligne, ça aurait dû être ça. Effectivement, il y a une tentative de truc, alors qu'en fait, ça aurait dû être totalement dégéopolitisé. Absolument. Dès qu'on tue des Français, eh bien, le rôle de la puissance publique, c'est de dire c'est inacceptable. Et évidemment, le meilleur des hommages, pour essayer de sortir par le haut, le meilleur des hommages, c'est de se dire comment on fait pour que ça ne se reproduise plus. Comme quand il y a eu des attentats. Parce qu'encore une fois, je trouve qu'on n'a pas pris la mesure de tout ce qui se passe et du nombre de Français, compatriotes, qui sont attaqués en France et dans le reste du monde au nom d'une idéologie islamiste. Voilà. Et ça, on n'a toujours pas pris conscience de cela. Bien sûr qu'on pense aux victimes palestiniennes. C'est une auditrice du sur Sud Radio, vous parlez que de ce qui s'est passé mais on parle des Français. En Israël. On parle déjà des victimes françaises, et que ce qui s'est produit, malgré tout, on a tué des gens parce qu'ils étaient juifs. Avant tout, c'est surtout aussi cet acte-là qui est condamné. Et puis il n'y a pas de concurrence victimaire. Non. La France insoumise voudrait justement nous emmener sur ce terrain-là, mais un mort est un mort, et on peut avoir du respect pour tout le monde. Ensuite, on peut
admettre que les contextes ne sont pas forcément les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Toujours Lily, elle me dit c'est une guerre, éveillez-vous, il y a des victimes, des atrocités, mais il y a un mot pour les victimes des deux camps, soyez humains. Oui, il y a des victimes des deux côtés. Ce qui s'est passé quand même en Israël revêt un caractère particulier de mutilation, d'une barbarie qu'on ne voit quand même pas dans des actes. Mais toutefois, ce que dit l'auditrice est pertinent et on voit bien. C'est de se dire que va faire l'État et comment va réagir l'État, parce qu'il y a aussi des Français de l'autre côté et il faut une réponse qui soit assumée. Après, les gens seront d'accord ou pas d'accord, mais c'est de se dire il faut une réponse pour les autres victimes. Quelle est la réponse qu'apporte l'État? Et on verra où se positionnent les uns les autres, mais sa réflexion, elle doit nous interpeller. Moi, je suis d'accord avec elle, même si aujourd'hui, ce sont les victimes juives françaises qui ont été... Mais on pense aussi à cette population qui par ricochet ou par... On ne les oppose pas en tout cas ici. ont reçu aussi, ont vu toutes les maisons détruites. La une de Libération ce matin, pas un mot. Pas un mot sur cet hommage. La une, c'est le climat, la presqu'île. C'est une enquête intéressante que j'ai lue sur l'héritage de Joël Robuchon. Et puis la rémunération. Et puis un film. De dire à cette dame, Madame, ce sujet-là dans l'histoire, il existe depuis longtemps. Quand vous allez à Berlin et que vous apprenez ce qui s'est passé pour la population de Berlin pendant la guerre, qui supportait la République de Weimar, qui était anti-hitlérienne et on lui a tapé dessus. On a continué après l'installation et la construction du mur de les affamer. Quand on va là-bas, on se dit de l'autre côté, il y avait des gens qui avaient le même avis que nous, qui étaient contre les idéaux de porter ce pays, et c'était aussi des victimes, mais pourtant on ne pouvait pas les qualifier comme telles. Donc cette thématique qui s'applique aussi pour Gaza, elle existe depuis longtemps, elle est compliquée à gérer. C'est là la force du politique. C'est là où le politique doit s'affirmer et il doit apporter des réponses qui engagent la République à hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre. Il y a des politiques qui font une course à l'ambition, et donc moi je suis désolée, mais la politique avec un grand P, j'y crois plus. Non. Quand vous voyez François Bayrou réclame le ministère de l'Intérieur, des Armées ou le ministère de l'Éducation, il a des exigences, semble-t-il, des échos qu'on a pu avoir, on peut s'interroger. Moi je trouve que d'ailleurs en termes de timing, je sais pas si ça fait une transition ou pas, le remaniement le jour de l'hommage, je sais pas comment ils vont s'en sortir. Enfin, il y a un petit, je sais pas si c'est exactement le jour même. C'est-à-dire que je sais que ça a beaucoup traîné parce que le président n'aime pas décider sous contrainte et il aime bien démontrer qu'il est le maître du temps. Mais je me disais qu'il y avait d'autres fenêtres de le faire que ce jour-là. Bon. Là, il a décidé sous contrainte. Parce qu'en gros, Bayrou lui a dit si jamais tu nommes ton gouvernement alors que mon affaire n'a pas été tranchée et si je suis innocenté, là c'est la guerre. Bien sûr. Parce que connaissant Bayrou, moi qui ai travaillé dans un gouvernement où il était ministre de l'Éducation nationale, mais c'est pas le sujet du jour, je peux vous dire que là, il va vous faire voir ce que politiquement Bayrou est capable de faire. C'est pour ça qu'on a attendu si longtemps. S'il n'est pas ministre, il va y avoir une guerre. Véronique Jacquier, que vous connaissez très bien, qui est une amie et dont on salue les émissions, qui est une jeune femme adorable. Elle a écrit un bouquin sur Fillon. Ça fait 6 ans que je lui dis il faut que tu écrives un bouquin sur Bayrou pour savoir quand est-ce qu'il va se rebeller face au pouvoir macroniste, parce que le soutien qu'a apporté Bayrou, qui a vraiment pesé dans la balance à l'époque, il en attend le paiement et il ne l'a toujours pas eu. Je suis désolée, Jacques, qu'est-ce que c'est que ce type de discours? Le c'est paiement, de la politique. C'est de la politique. Mais ça rejoint ça. Eux, ils le disent jamais. Les politiques, ils peuvent pas expliquer. Mais nous qui avons travaillé pour eux derrière, qui ne sommes pas élus, on doit expliquer aux gens comment ça se passe. Les conseillers, d'ailleurs, sont très coupables. Alors, on peut dire aussi quelque chose. Est-ce qu'on pense dans tout ça aux Français? Parce qu'en fait, on pense que c'est juste une question de remaniement. Mais vous savez, je vais vous donner l'exemple la dernière fois. Comme il n'y a pas de ministre des Transports, comme il n'y a pas de ministre de la Santé, comme il n'y a pas de ministre de ça, il y a des décisions qui attendent depuis des mois et des mois. Et un certain nombre de territoires sont pendus aux décisions. Donc le remaniement, c'est pas juste pour se faire plaisir et nommer un conseiller, licencier un conseiller ou pas. C'est aussi pour que les Français puissent avoir des décisions. Manifestement, on a une crise du logement, on n'a pas de ministre du logement. Cela dit, je me demande si on s'en porte plus mal. Non, mais quand même. Sans ministre, je ne sais pas si on s'en porte plus mal. Mais c'est le gouvernement qui donne des réglementations, malheureusement. Pardon, Rafik.
Moi, je me méfie de quelque chose, c'est quand on a des gouvernements armées mexicaines, en général, on critique en disant, regardez, il y a trop de ministres, et puis à côté, ça, quand il y a des gouvernements resserrés, on dit, regardez, il n'y a pas assez de ministres. Donc, vous savez, moi, les questions de jeu de rôle et de personnalité, en réalité, m'importent peu. S'agissant, par exemple, de l'éducation nationale, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si l'impulsion qui a été donnée par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, qui est incontestablement une excellente impulsion, si cette impulsion va perdurer avec ambition et avec détermination, comme elle avait été portée par l'actuel Premier ministre. Si c'est le cas, et si c'est François Bayrou qui l'incarne, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on va être capable de créer des générations d'élèves qui seront bons en mathématiques, qui sauront s'exprimer, qui sauront être compétitifs dans la grande bataille de la connaissance. C'est ça qui m'intéresse. On se retrouve dans un instant avec vous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Oui, on est là avec vous en débat. Jackie me disait... Non, je voulais dire par rapport à ce qu'a dit Rafik, effectivement, on doit s'attacher lorsqu'on considère le grand sujet de l'éducation nationale, à ce que nos enfants soient mieux formés en maths, etc. Mais dire quand même aux citoyens qui sont en face et qui nous écoutent comment fonctionne l'écosystème politique. Il y a une démocratie, il y a encore des partis, les partis constituent des forces qui se présentent aux élections pour attirer les suffrages, et à un moment de leur dire, voilà, il y a des guerres et des enjeux politiques qui se déroulent comme ça, c'est leur expliquer comment ça se passe. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais en tout cas, c'est la base de la manière dont la politique. Vous avez dirigé, et d'ailleurs peut-être que vous dirigez encore un parti, cher Rafik, vous savez, ou un mouvement, c'est comme ça que ça se passe, il faut le dire aux gens, on ne le changera pas, et surtout, il ne faut pas le changer, parce que la démocratie fonctionne comme ça, et que l'affaiblissement des partis concourt à l'instauration du populisme et du développement de certaines idéologies qui ne vont pas dans le sens d'améliorer la situation quotidienne des Français quand même. Donc les partis politiques, quoi qu'on en dise, c'est une certaine garantie de la démocratie, même si derrière il y a des chicailleries, pour employer un terme du Sud-Ouest. La Belgique s'est passée de gouvernement pendant un certain temps, ça s'est passé très bien. Moi je trouve qu'on en est au stade où il faut s'en passer. Je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé à la gare de Lyon, de cette tentative d'assassinat de ce type, de ce Malien qui a blessé plusieurs personnes samedi avec un couteau, avec un marteau. Je rends hommage à ceux qui sont intervenus avec courage. Oui, ça c'est vraiment c'est un hommage. Oui, vraiment. Certains n'ont même pas été remerciés, disait le Parisien ce matin. Oui, absolument. Et donc ce suspect a affirmé qu'il voulait s'en prendre à des Français, selon le parquet. On a pu voir une vidéo. Et la question que je me pose, c'est, dans ces vidéos, il dit très clairement qu'il veut tuer des Français, qu'il leur en veut. En quoi ce n'est pas du terrorisme, ou en tout cas ça ne peut pas l'être, puisque le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Alors d'abord, il a été écroué, donc il n'est pas en hôpital psychiatrique. Alors effectivement, quand on regarde le profil de l'assaillant, c'est un influenceur qui a plus de 40 000 abonnés sur les réseaux sociaux et qui développe une rhétorique qu'on appelle panafricaniste, qui a été, en fait, c'est en Afrique, de dire qu'en réalité l'Occident a profondément détruit l'Afrique, et c'est alimenté notamment par les Russes et par les Chinois. Et lui, il est allé au bout de cette idéologie panafricaniste. Et donc les 44 000 personnes qu'il avait, je peux vous assurer qu'il ne considérait pas qu'il était fou. On voit bien qu'il a un mobile, il a une prédestination, et en fait ce mobile, il va frapper avec un couteau, comme un certain nombre de personnes qui ont frappé avec des couteaux ces derniers temps. Et donc effectivement, bien évidemment, le parquet, il a la liberté de venir qualifier les choses. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que le parquet va qualifier les choses d'une façon qu'à l'occasion de l'audience, à l'occasion du procès qui aura lieu, la décision du magistrat, ce sera de dire que ce n'était pas terroriste. Le rôle également de ceux qui ont subi ces attaques, de ceux qui se constitueront partie civile, c'est d'expliquer qu'il y avait un caractère terroriste. Et j'ajoute même le caractère raciste, parce qu'il dit très bien dans la vidéo, je déteste la France. Je veux dire, à un moment, quand on vous le dit face au visage, quand on vous crache au visage et qu'on dit je déteste la France, je déteste les Français, je vais tuer des Français, soit certains magistrats vont réussir à détourner le regard de ça, soit ils prendront les faits comme ils sont et ils verront ce qu'ils voient. Alors c'est tout à fait juste ce que vous dites, et je suis toujours très troublée sur la question de l'irresponsabilité mentale, si je puis dire. C'est un fou. Je veux dire, ça s'appelle comme ça. Il a été sous traitement, il sortait d'un asile psychiatrique, je crois en Italie. C'est pas du tout une seconde pour l'excuser, mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que un déséquilibré mental,
voilà, terrorisme ou pas terrorisme. Alors vous me direz qu'il y en a beaucoup qui sont drogués, qui sont dans ce cas-là, et que quand on est déséquilibré mentalement, on prend des causes. Mais il y a un vrai sujet là. Qu'est-ce qu'on en fait? D'ailleurs, où les mettons? Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on les mette dans une prison normale. Je pense qu'il faudrait des hôpitaux-prisons. Il a été évalué comme étant en capacité d'être écroué. Enfin, donc, quand il est arrivé, on l'a quand même mis dardard dans un hôpital psychiatrique. Alors, attendez, moi j'ai juste une petite réaction par rapport à ça. Moi, ça me pose problème. Vous vous souvenez de l'affaire de la jeune Lola? On s'en souvient tous. Dabiabé, tout le monde avait dit oh là là, mais elle est folle, etc. pendant les premiers jours. Et après, quelques jours après, l'expertise a démontré que cette personne n'était pas folle, elle était complètement en pleine possession de ses moyens et elle avait massacré cette jeune Lola. Vous vous souvenez du drame d'Annecy en juin 2023? Parce que vous savez, maintenant on oublie tellement il y en a 4 enfants blessés gravement par une personne qui se disait fou et on s'est rendu compte après qu'il ne l'était pas. Donc là, on a cette question qui a eu lieu à la gare de Lyon. Avant-hier, à Draveil. Avant-hier, c'est le couteau du jour. Maintenant, moi sur Twitter, je mets et le couteau du jour est attribué à parce que tous les jours il y en a un. Pardon, à Draveil. Je suis désolé, mais c'est la réalité qu'on se prend en plein visage. Est-ce que ça n'a pas toujours été le cas? Écoutez, excusez-moi, à Draveil, on en fait un tel. Non mais d'accord. À Draveil, un converti a tenté de planter des passants. Hier, un Tunisien sous OQTF à Paris a été interpellé par 12 policiers dans une école maternelle avec 2 épées. Aïe, aïe, aïe. Je veux dire, il y a une épidémie de folie qui est en train de se répandre en France. Sophie. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'on n'est pas, on n'est pas. Oui, mais Ray Fourniret, il a été condamné. Rafik Smati, en tout cas, son avocat dit qu'il n'a pas de revendication suffisamment crédible pour revertir une qualification terroriste. C'est quoi une revendication crédible? Le regard qui est le mien sur ce type d'affaires, c'est pas un regard d'avocat, forcément, c'est pas un regard de médecin. Je ne suis pas qualifié pour qualifier ce qu'est la folie. C'est le regard d'un citoyen. Et le citoyen que je suis me dit de manière assez basique que lorsque quelqu'un commet des actes de barbarie pareils, il faut pas avoir toute sa tête. C'est-à-dire que par principe, tous ces gens-là sont par définition fous. Ce qui n'empêche pas d'avoir un motif terroriste et qu'il soit coupable. C'est-à-dire que moi je veux pas rentrer dans les débats d'experts parce que ce n'est pas mon rôle et je n'en ai pas les compétences. Donc je ne suis pas capable de définir au sens médical si on est en train de parler d'un cas de folie. Je dis juste que quelqu'un qui est animé par de telles pulsions, c'est pas quelqu'un qui a une tête qui tourne comme vous et moi. Si je peux répondre par rapport à ça. En fait, la question... Et ça n'empêche pas du tout la qualification terroriste par ailleurs. Non, mais la question juridique, c'est la question du discernement. Et d'ailleurs, par exemple, vous savez, parfois il y a des gens qui disent oui, mais il a fait ça, mais parce qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Que les gens sachent bien et retiennent que l'emprise de l'alcool ou l'emprise de stupéfiants n'est pas une circonstance atténuante dans un procès, mais c'est une circonstance aggravante. Donc s'il était sous l'emprise de médicaments et que son discernement a été aboli à l'époque, sauf à démontrer qu'il est profondément fou, c'est-à-dire en gros bipolaire, schizophrène ou atteint de troubles très graves de la personnalité, s'il a consommé des psychotropes, ce sera même pire pour lui. Moi, je peux peut-être proposer la vision, non pas d'experts, mais une vision un peu plus proche de ce que nous expliquent les Hugo Micheron et tous ces grands spécialistes de l'islamisme. En 1978, lorsque l'entièreté de la gauche allait voir le vieux sage de Neauphle-le-Château, donc l'ayatollah Khomeini, et qu'un journaliste lui demande « Mais vous allez diriger le pays ?» Ah non, pas du tout. Il y aura une assemblée parlementaire, vous pouvez vérifier sur les sites de l'INA. Il y aura des élections, il y aura un conseil des sages, etc., etc. Et l'ayatollah Khomeini, empruntant un avion qui lui avait été mis à disposition par la République française, installe ce qu'on connaît. Les islamistes pratiquent l'afeya, pardon pour l'accent, je ne parle pas arabe, qui est le double discours, pratiquent la taqiya, la dissimulation. Donc aujourd'hui, à partir de ça, nous avons suffisamment d'exemples pour nous dire est-ce que nous ne sommes pas dans ce cas d'espèce et que la loi, et donc encore une fois les politiques, réfléchissent. Est-ce que la qualification de folie qui ne veut absolument rien dire permet d'extraire cette personne-là d'un procès où on peut parler d'acte terroriste, même si à un moment il a perdu son discernement? Là, je n'en sais rien, je ne suis pas juriste, mais en tout cas, ceux qui nous attaquent depuis des années et des années pratiquent des mécaniques rhétoriques qu'on a qualifiées, que les chercheurs ont qualifiées et qui consistent à nous prendre pour des lapins de 6 semaines. La seule chose qu'on regarde, c'est qu'il y a des constantes. D'abord, il y a eu peu de fous qui ont récemment tué au nom de Bouddha ou de Jésus, là.
Hein, ça, c'est assez... Parce que c'est à la mode pour les fous aussi. C'est ce que je dis. Et deuxièmement, c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est que par nature, effectivement, quand on est dans ces approches-là, quand on parle de djihad et tout, c'est eux-mêmes, et je conclurai par ça, ils s'appellent les fous de Dieu. Absolument. Ah oui. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. De la Fête des Lumières à la Biennale d'Art Contemporain, des Nuits Sonores aux Nuits de Fourvière, du Festival Lumière sur le Plateau au Festival des Nuits de Croix-Rousse, ne manquez rien de l'effervescence culturelle qui illumine Lyon tout au long de l'année. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et